Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Ainsi parle la loi. Tout mineur ou mineur étranger isolé doit être pris en charge par l'ASE du département d'arrivée, quel que soit son statut et sa nationalité. Dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples. Il faut prouver son âge et la minorité est souvent mise en doute par l'administration. Il faut prouver son isolement et même si un ou une jeune mineure isolée étrangère est reconnue donc mineur isolé, la protection qui leur est due se heurte souvent au manque de places d'accueil. L'atteinte de la majorité étant souvent synonyme de retour à la précarité. Alors combien sont-ils ces mineurs isolés étrangers? Difficile à dire tant les statistiques ne sont pas communiquées. La Cour des comptes avait d'ailleurs mis en garde en décembre 2020 sur l'absence d'outils statistiques de suivi et de connaissance de ces jeunes-là. En 2020, le ministère de la Justice comptabilisait en Haute-Garonne 2003 jeunes isolés étrangers entrés dans le dispositif pendant l'année. S'ajoutant à quel nombre? Eh bien, par exemple, en 2018, le département comptait 9071 de ces jeunes-là. Pour l'Assemblée des départements de France, le nombre des mineurs isolés étrangers est d'environ 40 000 en France, dont 3 700 en Occitanie en 2020. Depuis 2016 et la mise en place du dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés en Haute-Garonne, ce sont 70% des demandes qui sont refusées. Régulièrement, les militants accompagnant ces jeunes passent à l'action, squattant, hôtels ou EHPAD désaffectés, comme dernièrement l'ancien EHPAD des Tourelles, afin de mettre à l'abri des jeunes mineurs vivant dans la rue ou organisant des manifestations pour rappeler aux autorités les droits de ces personnes ou s'opposer par exemple à la mise en place du fichier d'aide à l'évaluation de la minorité, fichier national vu comme plutôt un outil de contrôle policier. Venant en majorité d'Afrique subsaharienne, de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan, ils arrivent, ces jeunes-là, en France avec l'espoir d'accéder à une vie meilleure, une formation, une vie moins chaotique après avoir été souvent victimes de réseaux d'exploitation ou de traite des êtres humains. La demande des associations accompagnant ces jeunes mineurs isolés étrangers reste la défense d'un modèle de prise en charge globale de leurs besoins. Lorsqu'ils arrivent chez nous et pendant tout le temps de l'instruction de leur demande d'autorisation de séjour, ces jeunes sont placés le plus souvent en institution, le temps d'une réponse de plus en plus longue à venir au vu de l'encombrement des tribunaux. Dans une lettre adressée au juge pour enfants toulousain, des jeunes mineurs soutenus par l'association Autonomie avaient ainsi pu écrire, je cite, « En attendant, ces bâtiments deviennent des prisons. Nous ne pouvons pas aller à l'école, nous n'avons pas accès au transport et nous voyons les autres vivre alors que nous survivons. De quoi sommes-nous coupables ?» Pour évoquer cette problématique, ces jeunes maltraités, le collectif Autonomie organise demain soir à partir de 18h à La Chapelle une soirée de soutien, qu'on se le dise et répète. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse saison 33 réalisé par Paul Benaïm. Ce soir on prend des nouvelles de Mixar Miris avec Joël Lecussan
en direct dans ce studio. On écoute la chronique de Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, et on reste disponible pour la nouvelle séquence de cinéphilie décalée de notre bon professeur Thibaut, séquence foutraque, érudite et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Après les poèmes contemporains de Philippe Muret en 2013, après la poésie de Baudelaire qui était le centre de son album, qui s'appelait d'ailleurs Baudelaire, sorti en 2018, eh bien il y prend goût aux immersions poétiques, puisque son dernier album, c'est Paul Verlaine qui en fait la matière. Et ce dernier album, c'est Bertrand Louis qui le signe. L'album s'appelle Chanson pour elle. Bertrand Louis, belle petite pépite cachée de la chanson française. 20 ans de musique sous son nom, précédé de quelques années passées dans divers groupes de rock. 6 albums au compteur, Chanson pour elle est le 7e. Auteur, compositeur, interprète, mordant les mots à pleines dents. Et puis il y a cette voix grave, sensuelle, profonde, charnelle, à frissonner, mise impeccablement en valeur par la réalisation au cordeau du saxophoniste et joueur d'orgue Hammond, Laurent Barden. 11 chansons d'amour, pop, délicates, solaires, qui vont sans doute m'accompagner pendant un petit moment. Bertrand Louis, Je suis plus pauvre que jamais, extrait de ce 7e album, Chanson pour elle, album qui sort aujourd'hui. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Et que personne. Mais j'ai ton cou gras, tes bras frais, ta façon bonne de faire l'amour et le tour, leste et frivole, et la caresse nuit et jour de ta parole. Ta poitrine, ni follement voluptueux, couche ivoirine, où mon désir, là d'autre part, se ravigore, et vers d'autres ébats repart, plus brave encore. Tu me trompes pas jusqu'à l'extrême. Que me fait puisque je ne vis qu'en ton essence, et que tu tiens mes sens ravis sous ta puissance.
soit blanche ou noire. Que fait? Ta peau de jeune ivoire est rose et blanche et jaune un peu. Elle sent bon, ta chair, perverse ou non. Que fait? Puisqu'elle berce la mienne de chair. Nom de Dieu. Elle la berce, ma chair folle. Ta folle de chair, ma parole la plus sacrée. Et que donc bien? Et la mienne, grâce à la tienne, quelques réserves qui la tiennent, elle s'en donne. Nom d'un chien. Quant à nos âmes, dis, Madame, tu sais, mon âme et puis ton âme, nous en moquons-nous? Que non pas. Seulement nous sommes au monde, ici-bas, sur la terre ronde, et non au ciel, mais ici-bas. Or ici-bas, faut qu'on profite du plaisir qui passe si vite et du bonheur de se pâmer. Aimons, ma petite méchante, tel l'eau va, tel l'oiseau chante. Et tel, nous ne devons qu'aimer. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Issa, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, c'est Joe Kangourou sur Campus FM et vous écoutez Caramel Mou. Gaël Cérez, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que j'apprends? Comme ça, les chiffres que donnerait la dépêche concernant certains résultats de sondage, concernant certains candidats de gauche, ne seraient pas tout à fait exacts. Les chiffres le sont, mais la façon de les représenter est un peu étonnante. Oui, allez, dites-nous en plus, on risque de frissonner. N'y a-t-il donc personne pour relire les pages avant de les imprimer à la dépêche du midi ? Avec les économies d'échelle, ils ont peut-être supprimé des postes. Effectivement, un sondage sur les intentions de vote pour la présidentielle, comme vous venez, mon cher, de le mentionner, qui a été publié ce jour, 18 mars 2022, dans le journal de la démocratie, nous oblige à poser cette question un peu tragique pour la profession. Dans cet étonnant histogramme, alors un histogramme c'est une infographie avec des barres, en l'occurrence horizontales, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, semble se retrouver en queue de peloton, ou en tout cas en queue de peloton de tête. Malgré les 14% d'intention de vote au premier tour qui le place à la 3e place de ce sondage, l'infographie de la dépêche du midi le place visuellement à la 5e, nettement derrière Valérie Pécresse, qui est créditée de 11,5% des intentions de vote, et derrière Éric Zemmour, qui lui est tombé à 10,5%. Pour être réellement à cette position, si on se fiait vraiment à ce qu'on voit, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon se situe à 7% des intentions de vote, la moitié de ce qui lui est crédité, et ce qui n'est pas du tout donc, le cas quand on lit en détail les petits chiffres écrits en noir présentés dans l'enquête d'opinion de la dépêche du midi. Une enquête d'opinion d'ailleurs un peu obscure, on n'a pas d'informations sur la source, sur le nombre de personnes sondées, mais à la limite c'est annexe. Oh oui, quand même, pour un sondage, c'est obligatoire. Pour la deuxième page du journal, le 9e journal d'actualité le plus lu de France, c'est un peu problématique, mais bon, à côté de la déformation qu'on décrit, c'est presque annexe. Le prisme déformant du journal de la famille Baillet est même encore plus confondant quand on compare le niveau de Jean-Luc Mélenchon à celui de Fabien Roussel. Le candidat communiste affiche 3,5% d'intention de vote. Je rappelle que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est 14. Et pourtant, la barre donc, du candidat communiste atteint la moitié du score de celui de Jean-Luc Mélenchon. Elle est même un peu plus large quand on regarde très bien ce qu'il a fait sauter vraiment aux yeux par rapport à celle de son concurrent.
Ça représente du coup en fait quand même 4 fois moins des lecteurs sondés, donc c'est vraiment un trompe-l'œil qui est assez flagrant. Et pour le découvrir, j'invite les auditeurs à aller sur le site de Médiacité où on vient de publier cet article sous la plume de mon collègue Frédéric Dessort. Et donc on y voit le fameux histogramme. Ah, on voit l'histogramme, nous on l'a refait aussi, mais je vais y arriver parce qu'on s'est demandé, est-ce que des erreurs, ça arrive. Il y a pu avoir des virgules qui ont sauté dans le tableau qui permet de constituer cette infographie. Donc, on a refait l'infographie pour vérifier si Jean-Luc Mélenchon était le seul à subir les erreurs de cette production. Eh ben non, oui en fait, c'est effectivement le seul, je me suis trompé dans mes phrases, mais oui. C'est effectivement le seul à être un peu minoré comme ça, enfin carrément minoré, ostensiblement minoré même, dans l'infographie, ce qui pose quand même quelques problèmes. Donc, erreur d'inattention en plein bouclage, à l'insu du plein gré de la rédaction en chef, manipulation volontaire, on ne peut pas savoir. Fidèle à son habitude, Lionel Laparade, le rédacteur en chef de La Dépêche, n'a pas répondu à nos sollicitations. À chaque fois, on lui pose la question, comme sur les différences de salaire dans son journal, dans la faible représentation des femmes dans son journal. C'est pareil, on lui a posé la question, mais il n'a pas répondu. Tant pis pour les lecteurs de La Dépêche du Midi. Une nouvelle fois, pourtant, ils pourraient cette fois-ci se sentir légitimement mésinformés. Voilà, un pavé de plus dans la mare de la Dépêche. Oui, ça ne va pas améliorer nos relations qui étaient déjà mauvaises. Et puis ça ne va peut-être pas améliorer la crédibilité du journal, de la médiocratie, comme l'on disait dans les campagnes que j'avais l'habitude de fréquenter il y a quelques années. Gaël Cérez, merci en tout cas d'être passé dans ce studio. Si je peux ajouter quelque chose, allez-y. Mercredi prochain, on organise un débat avec le CJDM, le Conseil de déontologie du journalisme et des médias, avec l'AFP, avec donc Médiacité, et normalement aussi avec France Bleu. Et le débat du jour sera comment renouer la confiance dans le journalisme, dans les médias. Donc, vous avez un exemple tout trouvé pour entamer le débat. Voilà, il faut bien faire ces infographies et les faire fidèles aux chiffres. Mais ça se passe où ? Ça se passe à la Manufacture des Tabacs, à Sciences Po, en partenariat avec Sciences Po aussi, qui interviendra à 18h. De 18 à 20h et donc voilà, on invite le public à venir débattre, poser les questions et nous titiller sur comment nous améliorer pour retrouver la confiance qui baisse d'année en année. Et ça se passe donc mercredi à la Manufacture des Tabacs. Mais merci Gaël.
Voilà, on vient d'écouter un brass band, le That's It Brass Band, une fanfare toulousaine avec un morceau After the Pain, extrait d'un morceau vidéo que l'on peut voir actuellement sur YouTube. Et cette fanfare That's It Brass Band sera demain soir à partir de 21h au Taquin. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Dans un communiqué daté de 8 mars dernier, c'est-à-dire il y a une petite quinzaine de jours, le collectif Mixar Myris alertait les Toulousains sur la possibilité imminente d'une vente des locaux du 12 rue Ferdinand Lassalle, le siège actuel des activités réduites depuis janvier 2021 de Mixar Myris. 2 jours plus tard, le 10 mars, cette vente était actée par le bureau de Toulouse Métropole et non pas par le Conseil, ce qui aurait nécessité un débat au sein de l'Assemblée métropolitaine. On fait comme on peut pour éviter le débat. Un vrai tour de passe-passe, un escamotage de tout débat alors que plusieurs questions restent sans réponse et notamment celle-là, Joël Lecussan, bonsoir. Bonsoir. Comment la métropole de toulousaine, propriétaire des bâtiments de la rue Ferdinand Lassalle, a-t-elle pu les vendre à la mairie de Toulouse qui veut y aménager une école alors que le contentieux que vous avez déposé contre Toulouse Métropole au sujet des travaux qu'il n'avait pas réalisés dans ce même bâtiment est toujours en cours? Tout simplement parce que le contentieux n'est pas suspensif, cher ami. Ah ouais. Et oui, donc on peut avoir un procès au cul et pour autant, ça n'empêche pas la délégation de propriété privée.
Cela, on ne parle pas de propriété publique, ça fait partie du foncier privé de la métropole, qui avait un projet d'intérêt métropolitain, qui était Mixar-Myris, qualifié comme tel depuis le milieu des années 2000 à peu près, au même titre que l'usine et nos collègues de la grainerie, au titre de ces fameux nouveaux territoires de l'art, ces aventures artistiques et humaines absolument extraordinaires. Donc vous êtes venu nous parler maintes et maintes fois. Et pour lesquels vous avez été très attentifs, on vous en remercie. Tout à fait. Et puis voilà, et donc là, il passe par un vote au bureau, qui sont en général des votes techniques par délégation, et qui effectivement ne sont pas supposés faire débat, donc effectivement une vente pour une école. Quelle belle instrumentalisation des fonctions régaliennes de la ville de Toulouse. Et puis aucun citoyen n'a envie effectivement de voir des classes de 30 mômes sur son quartier. Donc voilà, donc on instrumentalise à peu près tout, enfin la métropole instrumentalise à peu près tout, et puis surtout elle le fait effectivement avec ses formes un peu vislardes d'éviter toute forme de débat, même si on sait bien que le vote à l'arrivée, vu qu'ils ont une majorité tout à fait confortable, n'aurait pas changé la face des choses, mais au moins les choses se diraient, en tant soit peu, quoi. Imaginons le pire, le contentieux est réglé en votre faveur, le bâtiment est vendu, que se passe-t-il ? Ben là, c'est la ville qui aura hérité d'une grosse merde. Parce que effectivement, là, il y a un retour de bâton. Ben, tout à fait, ouais. Mais pour autant, la mairie ne pourra non seulement pas mener son travail d'école, de construction d'une école, mais en plus, la métropole se devra de payer des travaux de mise en conformité auxquels elle s'était engagée. Et donc, du coup, elle devra racheter le bâtiment à la ville. Enfin bon, c'est une espèce de truc. Pour vous le rétrocéder ensuite ? Pour nous le mettre à disposition, tel que c'était prévu, puisqu'ils n'ont pas dénoncé ce vote qui concernait l'achat du lieu en 2018, qui donc était bien signifié pour reloger Mixar-Myris de manière pérenne, et assorti de travaux de mise en conformité. N'ont pas dénoncé ce vote-là, contrairement à ce qu'ils avaient fait pour les cartoucheries, où ils avaient posé un vote de suspension du projet pour des questions économiques, et ce qu'ils n'ont pas fait cette fois-ci. Où vous en êtes justement de ce contentieux ? Donc ce contentieux que vous avez posé en janvier, c'est bien ça ? C'était en décembre, mais il y a eu toute la phase préliminaire, parce que c'est de longs orgasmes à venir, ces choses en lien avec la justice. Et donc il y avait eu tous les préliminaires. On vous prévient que si à un moment donné vous ne nous répondez pas, on vous mettra un contentieux aux fesses, etc., etc. Donc on a respecté tous ces délais un peu formels et à respecter. Et du coup, la mise en demeure a été posée effectivement c'était en décembre ou en juillet, non, c'était au début de l'été. Au début de l'été 2020. T1. Voilà. Donc on en est où ? Et donc on en est que là, on attend les conclusions de la partie adverse, c'est-à-dire dans la qui métropole, devait être posée le 3 mars, et puis, surprise, la veille ou l'avant-veille, un report a été posé, une demande de report a été posée. Je n'ai pas encore la date de la part de notre avocate, mais en tout cas, voilà, ils ont obtenu ce report-là, et puis une semaine après, donc il y avait ce vote concernant la vente. La raison invoquée pour ce report, c'était quoi ? Manque de temps matériel pour traiter le dossier qui est complexe, ce genre de choses. Ils ont qu'à embaucher des avocats, il y en a plein qui sont au chômage en ce moment. Cette nouvelle situation a quelles conséquences sur votre fonctionnement ? Je rappelle, plus de concerts à Mixar-Myris depuis un an, plus d'activités artistiques, les ateliers sont fermés, on ne peut plus rien voir, plus rien écouter, mais n'empêche que vous utilisiez encore certains locaux de ces bâtiments pour la vie de l'association qui gère ce collectif autogéré Mixar-Myris. Tout à fait. Les conséquences pour vous, c'est que là, pour le coup, vous n'avez plus de locaux ? Alors si, on les a toujours. Là, de toute manière, la vente n'est pas encore faite. Certes, ils l'ont voté, donc on va les laisser produire leur processus. Et puis après, on attendra qu'ils viennent nous parler enfin. Puisque ça fait plus d'1 an et demi qu'ils refusent de prendre attache avec nous. Donc là, on va attendre qu'ils viennent vers nous pour nous demander soit de déguerpir, soit voir de quelle manière on souhaite quitter les locaux, soit voir où est-ce qu'on en est de la procédure, où est-ce qu'on en est de leur étude de projet. Je crois que l'opposition, quand même, est assez agacée par ces méthodes. Et puis, ils sont maltraités, quand même. On peut considérer que les conseils métropolitains et les conseils municipaux sont quand même des espaces de maltraitance avérés. Voilà. Vous voulez dire qu'en ce moment, la métropole leur dit de toute façon, on n'en a rien à foutre, vous servez à rien.
C'est ce qui leur est renvoyé récurremment à la gueule. Donc après, ils font leur boulot. On a assisté au bureau. Du coup, on s'est fait un plaisir d'aller apporter quelques informations aux élus pour mieux les éclairer, pour qu'ils puissent prendre des décisions en conscience et respect de leurs décisions prises, dans tous les cas. Mais au moins qu'il y ait une attitude un peu plus digne, y compris vis-à-vis des valeurs de la République. C'est là, on est loin de tout, là, quand même, quoi. Et alors, l'ambiance dans le bureau, c'était quoi ? L'ambiance dans le bureau, il y a eu une très belle intervention de Antoine Maurice, suivi de Marc Perret, avec en face un Sacha Briand qui parlait de la procrastination du même Maurice, disant que de toute manière, il ne servait qu'à arrêter les projets, attendre. Et Maurice a été assez fin en leur rappelant que Mixarméry, ça faisait depuis 1995 que ça existait, et que depuis 2005, on était rentré dans un pseudo-processus de légalisation avec ce scénario de rue Ferdinand Lassalle, et que depuis ce moment-là, finalement, on avait été contraint à l'illégalité. Donc la procrastination, il l'a renvoyé à son expéditeur, on va dire, quoi. Et puis il a eu une très belle sortie aussi sur Madame Yardeni, qui a tenté de faire croire que la culture n'était pas de la compétence de la métropole, alors que l'éducation, tout ça, ce sont des compétences. Et à ce moment-là, il lui a dit, mais je vais appeler tout de suite Monsieur le Préfet, Madame Yardeni, pour savoir comment se fait-il que vous avez des fonctions de vice-présidente chargée de la culture au sein de la ville et de la métropole. Donc voilà, des petites passes d'armes comme ça. Quand le vote est passé, nous sommes partis. Nous avons salué les jeunes filles qui s'occupent de faire signer les élus qui rentrent en leur disant, allez, bonne représentation de théâtre de bas étage et bon courage. Ça en a fait rire la moitié à peu près. Très bien, vous avez encore le public qui vous est acquis. Votre avocate en dit quoi de cette situation ? Y a-t-il des choses qui peuvent être contestées, justement au regard de ce contentieux qui est quand même posé? Vous dites que c'est pas suspensif, mais est-ce qu'il y a matière à demander une annulation ? Alors, il y a matière en tout cas à agiter le juge et à faire valoir comment la justice n'est pas réellement respectée en la matière, quoi. Parce que c'est une manière effectivement de complexifier la procédure. Donc quand on parle de complexification de la procédure, ça veut dire que la procédure devient plus coûteuse aussi, etc., quoi. Et c'est pas pour les défendus ou les attaquants, c'est pour la justice, pour l'État et donc pour les deniers publics et donc pour les citoyens que ça coûte plus cher. Donc elle va faire valoir ces choses-là auprès du juge en l'alertant du fait que il y a cette vente qui est lancée, comme par hasard au moment où l'avocate demande un report des conclusions, etc., etc. Donc elle va faire son boulot, quoi. Vous pensez que le contentieux, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez toujours pas la date de son jugement. La suite pour vous, c'est quoi ? Vous avez lancé deux communiqués de presse. Dans le deuxième que l'on a reçu il y a quelques jours, il se termine par cette phrase assez mystérieuse. Face au silence et aux manœuvres, nous traçons les contours d'un lieu projet à Ramonville. Face au silence et aux manœuvres, nous traçons, ça veut dire que pour vous, la partie vous semble déjà jouée, définitivement jouée pour les locaux de Ferdinand Lassalle ? Il y a de fortes chances que ce soit joué, pour autant on restera jusqu'au bout et au bout du bout. Et puis on espère bien que si on doit quitter ces locaux-là, on saura dire au revoir. De manière explosive et inoubliable. Un peu marquante, en tout cas on l'espère, quoi, qu'on saura faire encore ça, avec ces 1 an de manque d'exercice, on va dire. Et puis oui, on ira jusqu'au bout du bout. Après, on ne se fait pas trop d'illusions quant à la décision, ce que pourrait impliquer une décision de justice à cet endroit-là. Mais bon, ce que ne dit pas M. Moudenc aussi à ses élus et aux élus qui composent le conseil métropolitain, c'est que ce contentieux, il est assorti de dommages et intérêts, que si jamais on ne devait pas avoir effectivement ce à quoi s'était engagé Toulouse Métropole, c'est-à-dire entre un bâtiment aux normes, on demandait des dommages et intérêts motivés qui sont à hauteur de quasi 900 000 euros. Et qui sont justifiés, quoi, parfaitement justifiés. Et que donc normalement sur des sommes comme ça, il est supposé, je crois, ne pas me tromper, s'il y a un juriste du droit administratif qui nous écoute, qui n'hésite pas à nous confirmer. On libère la ligne. Qu'il
il a obligation à en prévenir les élus, parce que ça peut avoir un petit impact quand même. Une patate, c'est le goutte d'eau dans un budget métropolitain, mais c'est quand même une patate, quoi. Oui, puisque ce qui est étonnant dans les faits que vous rapportez depuis le début de cette histoire et de l'arrêt des activités de Mixar Myris au vu de conditions de sécurité non établies, c'est que effectivement la plupart des décisions qui ont été prises concernant ce collectif l'ont été quasiment sans que les élus de la métropole ou de la mairie, et singulièrement ceux de l'opposition, en soient prévenus. C'était aussi le cas pour le budget qui vous avait été pour la suspension des subventions, absolument. Des subventions en décembre de 2020. Oui, la méthode était assez gratinée. Habituellement, ces subventions étaient renouvelées pour les 3 lieux qualifiés d'intérêt métropolitain au titre des nouveaux territoires de l'art, donc l'usine, la grainerie, Mixar. Et on passait tous les 3 en même temps, fin décembre, pour que les projets en question n'aient pas de problème de trésorerie en début d'année. On appelait ça le cadeau de Noël. Voilà, et donc on avait une partie de nos subventions qui était actée à la fin de l'année pour l'année suivante. Et cette fois-là, ils n'ont pas signifié que Mixar ne serait plus financé. Ils ont juste posé les financements pour l'usine et la grainerie. Ils ont rayé le nom de Mixar. Tout simplement, effacé. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Ils l'ont pas rayé, ils l'ont effacé, parce que rayer, ça se serait vu peut-être. C'est vrai. Donc, je disais, la suite pour vous reparlez dans ce communiqué de presse de choses qui pourraient se monter à Ramonville. Vous dites que vous reverrez tout le monde le 28 mai pour aller un peu plus loin et pour dire un peu plus sur ce projet. Les choses avancent quand même. On vous avait vu dans cette émission en décembre dernier. Vous disiez que ça allait lentement, mais que ça allait, mais qu'il y avait quand même un délai d'1 an et demi, 2 ans avant que quelque chose puisse être visible et pérennisé. Les délais sont toujours aussi longs? Oui, ils sont longs. Là, on est dans une étude de préalable, donc on chiffre en fait les travaux qui seraient nécessaires pour accueillir le projet dans son entièreté, que ce soit dans la pluridisciplinarité, en termes d'ateliers de création, espace de diffusion, pluridiffusion, multidiffusion, comme toutes les écritures qu'on a pu expérimenter rue Ferdinand Lassalle et qu'on retrouverait et qu'on souhaiterait pouvoir retrouver dans ce nouveau site potentiel. Pour autant, voilà, les études, on va les achever, on devrait avoir des chiffres d'ici le début du mois d'avril, provoquer un comité de pilotage avec les partenaires restants, donc région, département, ville de Ramonville, Sicoval, en sachant que le contexte est quand même, d'un point de vue économique, pas du tout le même que sur une métropole telle que Toulouse, quoi. Donc on sait bien qu'il y a d'emblée des fragilités assez évidentes pour permettre la faisabilité du projet en question. Mais bon, on fait le pari de pousser cette étude jusqu'à son terme, de la proposer, de la partager, et puis on verra si à ce moment-là les choses se décantent, se font, s'enclenchent, et de quelle manière, quoi. Donc vous viendrez après le 28 nous dire un peu où vous en êtes, et justement Joël Lecussin, où vous en êtes pendant ce temps, qu'advient-il du collectif? Je rappelle qu'il y avait un certain nombre d'artistes, peintres, plasticiens, arts visuels, mais aussi des gens du théâtre, de l'écriture qui était faite par des artistes qui travaillaient rue Ferdinand Lassalle. Tous ces gens-là se sont éparpillés. Il y a du maintien de travail collectif ou plus du tout? Alors il y a un maintien de travail collectif par rapport à la vie de l'association et le projet, et donc dans ces perspectives à Ramonville à l'étude. Sinon c'est un éparpillement, effectivement, quoi. Les gens ont besoin de toute manière de bosser, d'avoir des espaces de travail. Pour autant ils restent un certain nombre en tout cas restent très présents aux côtés de Mixar, et en tout cas nous font savoir assez récurremment le manque qu'occasionne le non-accès aux espaces de travail qu'on avait pu constituer sur toutes ces années, que ce soit avec les qualités techniques qu'on avait su mettre en place et les qualités d'espace, hein, parce que des grands plateaux, je pense notamment au spectacle vivant, des grands plateaux, il y en a pas pléthore, quoi, sur la place toulousaine, à part dans les grandes institutions. Le Ring qui a une forme de grand plateau, sinon des grands plateaux, il y en a pas tant que ça, quoi. Et du coup avec des compagnies, et notamment des jeunes compagnies qui sont empêchées d'accéder à ces espaces de travail qui peuvent permettre de déployer des formes que ne permettront pas des petits théâtres, des petits lieux.
Voilà, donc on a toujours des mots très 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 gentils, très agréables à entendre. On s'est senti utile en tout cas. Et puis on verra ce qu'on fait de la suite. Et n'y a-t-il pas danger quand même à terme de voir un peu disparaître ce qui a fait vivre ce collectif depuis une trentaine d'années ? C'est possible, ça fait partie des possibilités en tout cas. Et que les gens s'y épuisent. S'y épuise, on espère, on verra. Je fais pas de pari là. Je t'avouerai on navigue un peu au fur et à mesure là, dans le cas en présence. Donc là, il va y avoir aussi des réponses fortes à avoir de la part du département et de la région, ne serait-ce que pour maintenir l'association avec un bout d'équipe salariée, puisqu'on a quand même liquidé les 2/3 de l'équipe salariée. Donc là, ce que souhaite l'association, c'est de pouvoir maintenir, parce que les gens sont conscients qu'il y a besoin d'un minimum de salariat pour maintenir l'activité, même si elle est contrainte. Donc voilà. Donc ça déterminera aussi les choses à venir. En tout cas, le principe là sur lequel on est, c'est que de maintenir l'association à tout prix pour que cette procédure aille à son terme. Même s'il faut de ce fait liquider ce qui reste de l'équipe salariée, et puis après il appartiendra aux gens aussi de s'emparer de ce qu'a pu être et de ce qu'a été, de ce que sera peut-être de nouveau un jour Myris. Y compris dans l'illégalité pleine et entière. Enfin, ça restera peut-être un cas d'école de la liquidation d'une structure estampillée Nouveau Territoire de l'Art qu'on nous avait tellement vanté il y a une quinzaine d'années, quand ce vocable est apparu sortant tout droit de la tête pensante d'un fonctionnaire du ministère de la Culture. Alors c'était pas tout à fait et non, c'était pas le vocable n'est pas sorti de là. Ça a été le rapport de Fabrice Lextrait. C'était sur effectivement sa partie du ministère de voir qu'est-ce qu'il y avait en dehors des institutions labellisées, du circuit labellisé soutenu par le ministère, qu'est-ce qui se passait sur la planète France. Et c'est Fabrice Lextrait qui travaillait à la Friche Label Donné à cette époque-là, qui a obtenu cette mission-là, et qui a mené cette mission-là, ce travail-là, et qui a fait un travail assez remarquable, parce qu'il a été effectivement un peu fouillé, gratté, au-delà de ce que pouvait représenter la friche en tant que telle, mais qui était elle-même une initiative institutionnelle à l'époque, puisque c'était un maire éclairé, communiste, qui avait initié ce projet d'ouvrir cette friche aux arts et à la culture. Et donc voilà, et le vocable n'est arrivé qu'après en fait, et c'est Philippe Foulquier, le directeur de la friche, qui l'a sorti. Les premiers termes étaient beaucoup plus divers, beaucoup plus disparates, pour justement éviter tout phénomène de labellisation ou d'identification trop uniformisante d'une certaine manière, quoi. Donc c'était plus laboratoire, squat, lieu pluridisciplinaire, c'était plus ces terminologies-là. Ouais. Ce que a été Mixar Myris, c'est ce qu'on espère qu'il demeurera. Donc peut-être du côté de Ramonville, on en saura sans doute un peu plus fin mai. D'ici là, on va suivre dans les gazettes les soubresauts du contentieux que vous avez posé contre la métropole concernant donc les bâtiments de la rue Ferdinand Lassalle, qui, je vous le rappelle, depuis le 10 mai sont en vente. Ne vous précipitez pas pour l'acheter. Il y a déjà un acheteur patenté, reconnu. C'est la mairie de Toulouse qui va récupérer le gâteau. Joël Lecussang, merci en tout cas d'être venu. C'était un plaisir comme à chaque fois. Ouais, mais on renouvellera. À bientôt. Sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle.
C'est sur toi que les flics s'entraînent. Les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent tu boufferas des pissenlits allongés sous des chrysanthèmes. Comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête c'est la prison ferme, c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs 1000 lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Marche droit. Tu fais peur dès le départ, t'es la personne que l'on déplore. D'une secte de vétard, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, il vote pour une seule tunique. Déteste ton boubou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bistec, que c'est bordi sec. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Marche droit, 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 marche droit. Tiens-toi, 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 La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, pardon, excusez-moi, Eh ben je m'étouffe. Bonsoir, petite fée de la FM, comment allez-vous? Ça va pas trop mal, et vous-même? Je suis fatigué. Ah ouais? Oui. Vous avez une vie trépidante. Vous êtes dans ce studio maintenant. Vous étiez à Albi il n'y a pas très longtemps. Ah bah Albi c'est trépidant. Vous allez, je vous dis pas, attention. Ça débourre grave, comme on dit. Vous allez parler de cinéma à droite, à gauche et au milieu. Tout à fait. La vie est vraiment trépidante pour vous. Ouais, j'ai jamais vu aussi peu de films de ma vie. Et vous en avez jamais bizarre, autant parlé. C'est ça, en fait. C'est le truc. Eh ben ouais. Et donc vous allez le faire encore ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben j'en sais rien. C'est vous le maître des pellicules. Je réfléchis. Pas moi. Ah ouais. Combler un petit peu. Ah ouais. Je réfléchis. Et vous prenez pas le métro quand vous venez dans ce studio? Si, vous avez largement le temps de réfléchir au film qui va faire notre bonheur pendant les 5 minutes qui viennent. Quand même. Sauf que là je regardais un tuto pour réparer des fauteuils en cuir. Aïe. Ah ouais. Ça je comprends. Parce que j'ai un chat et qui est très gourmand de cuir. Qui est très cuir. Voilà. En fait. Il est très cuir. Comme moi quelque part. Voilà. Elle est très cuir. Donc je veux du cuir. Voilà. Donc elle veut du cuir, mais bon, elle a une autre façon d'envisager le cuir. Bon, si vous voulez, la prochaine fois, vous nous faites une série animalière. Ah, ça, ce serait une idée. Voilà, en attendant pour ce soir. Alors, en attendant pour ce soir, j'avais prévu, vous avez marqué, je suis arrivé un peu sans rien avec moi, j'ai oublié toutes mes notes, et je voulais vous faire un film de Yeti, mais je le ferai une autre fois. Là, alors, je vais faire un autre truc, du coup, je me demande si j'ai pas fait
Mais c'est pas grave. Non. De toute façon, on s'en fout, personne n'écoute. Non, on renouvelle régulièrement notre auditoria. Voilà, donc Daddy's Gone Hunting, ça vous dit quelque chose? Si vous me le dites en français, peut-être. Fin des années 60, 68, je crois, 69, en tout cas pas plus tard, ça c'est sûr. La boîte à chat, si je vous dis la boîte à chat. La boîte à chat, oui. Ça vous parle? Ah oui. J'ai peut-être déjà fait ce truc-là alors. C'est pas grave. C'est cette espèce de psychopathe qui kidnappe la fille de son ex et qui la met dans une boîte à chat. Ben voilà, merci, bonsoir. Donc, je vais essayer de bonder là-dessus. On va essayer Un exercice de style absolument passionnant. Voilà, comme quoi, ça vous avait marqué. Ah ben ouais. Moi, j'aime bien cette... J'ai horreur des chats. Ouais. Et j'aime bien cette période du cinéma hollywoodien, car il est hollywoodien. Cette fin des années 60, vous savez, avant que le nouvel Hollywood arrive. Donc le nouvel Denis Souper, Peter Fonda, Coppola, Michael Cimino et les autres. Scorsese en faisait partie aussi. Spielberg, non Oui, enfin il est un peu à la lisière. Lui, il est arrivé un peu tard. Et alors pourquoi? Alors c'est une période en fait qui est absolument fascinante parce que c'est l'état de décadence hollywoodienne. Les gens désertent les salles, on ne sait plus quoi faire pour attirer les gens. Et notamment les jeunes. Alors sachant que évidemment avant que cette génération du nouvel Hollywood, où il est vrai il y avait des jeunes gens qui ont quasiment pris le pouvoir, quasiment, faut se méfier, on est aux États-Unis. Et il y a toujours des vieux avec de l'argent plein les poches qui dirigent quand même les studios. Et en fait, là, il y avait des vieux qui laissaient pas faire les jeunes. Alors mais ils voulaient quand même faire jeunes. Et alors, ce film-là, un exemple, mais alors complètement représentatif. Alors, vous avez mal résumé, je vous le dis de suite, c'était à peu près ça, mais vous avez très mal résumé. En gros, si vous voulez, elle est jeune, elle est belle, elle arrive d'Angleterre, elle débarque à San Francisco, et là, évidemment, elle rencontre un beau jeune homme. Donc, évidemment, elle va trouver du travail, elle va trouver un appartement, elle va évidemment se mettre en ménage avec ce jeune homme. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et en plus, elle tombe enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que ce soap et tout? C'est une ode à la famille. Exactement. Quasiment. Sauf qu'il y a ce dérapage un petit peu incontrôlé, puisqu'on découvre évidemment que le jeune homme, si blanc n'est pas si blanc que ça, voilà, et que cette jeune fille donc ne va pas vouloir garder son enfant et donc va avorter. Alors ça c'est très important à l'époque puisque c'est des sujets qui sont rarement abordés dans le cinéma. Donc c'est là où je dis que Hollywood essaye de faire plus jeune et ils vont se perdre de vue et puis ils vont se retrouver car elle va se remarier et évidemment elle va tomber enceinte et alors ils vont se retrouver dans une scène absolument extraordinaire. Lui en fait est une espèce de loser et ils vont se retrouver dans une espèce de Toys R Us, on va dire, où il y a des jouets pour enfants, etc. Et lui, il fait le Père Noël, comme ça, avec son espèce de regard bleu acier, là, un petit peu sadique, là. Il prend les enfants sur ses genoux. C'est toujours, des scènes, des photos. Voilà, c'est toujours des scènes un peu délicates. Et donc, lui, va s'enticher de lui faire perdre son enfant, c'est-à-dire qu'il va vouloir l'oxyre. Donc effectivement, il y a un kidnapping d'enfants. Donc ça, je sais pas si c'est jeune, mais ça moi ça me plaît. Et puis alors surtout, ce qui est génial, mais ce qui est vraiment génial, c'est que ce pauvre enfant, on va le droguer pour le mettre dans cette boîte à chat. Voilà, qu'on va balader donc aux quatre coins de la ville. Alors ça, c'est un hommage direct à Hitchcock. Vous vous souvenez dans Sabotage, avec ce gars-là qui a la bombe, qui transporte la bombe et tout dans le bus, etc. C'est ça en fait. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a remplacé la bombe par ce bébé drogué. Voilà. Dans une boîte à chat. Voilà, dans une boîte à chat. Petit bébé. Donc, et alors pourquoi donc justement il y a ce truc parce qu'on est dans une on est dans une mise en scène, on est dans une vision de la jeunesse un petit peu mièvre comme ça. Donc Hollywood essaye de faire plus jeune, mais il y a un très jeune scénariste qui travaille sur la boîte à chat qui est Larry Cohen. Alors Larry Cohen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, etc. Larry Cohen, c'est Les Envahisseurs. Ah ben oui. Voilà. Et donc à l'époque, qui est un très très jeune scénariste, je crois qu'il a il doit avoir 28, 30 ans, etc. Il essaye de percer à Hollywood. Et en fait, cette espèce d'histoire qui pourrait être réactionnaire en fait, puisque je vous le cache pas, comment dire, quand cet ex revient, c'est un petit peu la culpabilité qui revient, vous voyez, d'avoir avorté. Ah mon Dieu. Et en fait, Larry Cohen, lui, va
retourner un petit peu ce scénario, c'est là où ça devient fascinant, parce que ça devient finalement, la jeune fille se remarie avec un avocat, et elle pénètre la bonne société de San Francisco. Et là, vous savez qu'il n'y a pas un poil qui dépasse, attention, c'est des gens comme ça qui sont plantés là, et qui n'acceptent absolument aucun écart. Alors vous imaginez un avortement. Là, ce serait pas possible, ça vous ruine directement un couple. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se dit au départ, on part sur un film, oui, un petit peu réac, etc., un petit peu bizarre et tout, mais finalement pas du tout. En fait, quelque part, c'est une vue en coupe de cette bonne société donc de San Francisco. Ils sont absolument tous détestables. Ils vivent tous dans des superbes appartements. On n'a pas envie d'y vivre, avec une déco, je vous garantis, c'est absolument immonde, etc. Mais c'est les années 60. Mais c'est les années 60, mais c'est comment dire, j'allais dire, c'est pas fait exprès. Oui, effectivement, c'est pas fait exprès. On estime que là, c'est le bon goût, c'est ce que les gens veulent devenir, etc. Donc moi j'aime bien ce type d'histoire d'histoire qui se retourne. Voilà, comme je l'ai dit, on part d'un truc un peu réactionnaire et finalement on en arrive un peu à une critique de la bourgeoisie. Voilà, tout simplement, et que c'est le film est plutôt pas mal fait, on va dire, c'est Mark Robson à la mise en scène, c'était un vieux de la vieille, lui qui était né en 1913, donc il essaye de faire jeune. Avec le cinéma. Et voilà, il essaye de faire jeune, mais il n'y arrive pas, mais il essaye quand même de faire jeune, et voilà, et on obtient un film totalement bizarre avec des trouées d'humour noir, comme je l'ai dit, avec ce fameux Père Noël là, un petit peu sadique. Il y a aussi un truc absolument, on revient toujours à Hitchcock. J'avais parlé du verre de lait de Hitchcock dans Soupçon, voilà. Sauf que là, c'est avec un biberon. Là, c'est avec un biberon qui est empoisonné, puisqu'évidemment, on veut empoisonner toujours cet enfant. C'est génial. Il faut absolument voir ce film. Et on veut l'empoisonner, et donc on voit le biberon comme ça qui s'approche. Alors, va-t-il téter ? Va-t-on empoisonner l'enfant ou pas ? Ben ça, vous le saurez quand vous aurez vu donc la boîte à chat. Et comment on fait pour récupérer cet objet si vous étiez fantastique. Si vous étiez venu à Extrême Cinéma, vous auriez pu le voir en 35 mm et dans une hilarante VF. Mais comme vous n'êtes pas venu, alors il vous reste l'option de, évidemment, commander un DVD chez Warner. Mais là, vous n'aurez pas de sous-titres. Et puis après, bien sûr, vous avez des moyens illégaux. Et bien voilà, quelques plateformes. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Non, je ne veux pas non plus. Attendez. Non, je ne vais pas vous donner. Non, le lien. Il ne faut pas exagérer non plus. Vous êtes grand. Daddy's Gone Hunting. Voilà. J'allais simplement dire, rappelez-nous le titre. Voilà. Daddy's Gone Hunting, la boîte à chat de Mark Robson. 68-69. Je suis pas sûr de la date, mais encore une fois, c'est pas plus tard et c'est pas plus tôt. Ça correspond vraiment à cette période très délicate donc pour le vieil Hollywood qui est en train de sombrer, qui essaye de faire jeune mais qui n'y arrive pas, un peu comme moi. Exactement, c'était notre bon professeur Thibaut et il reviendra la semaine prochaine. Sobre mi tierra negra y colorada, de mi espalda surgen los caminos de mis Andes combativos. Mis manos curtidas con tiempo y cansancio acarician las montañas del Perú. Buscan la luz, el canto del sur. Mi cabello negro y colombiano amanece con ansias de explorar. Mi panza blanca danza la danza, mi ombligo tiene ganas de volar. Mis brazos abrazan los lagos que guían mis pasos bolivianos. Buscan la luz del canto del sur. Porque llueve, mis uñas acarician el aroma del monte. Campo y hierba dibujan el sudor del mar y aroma maicena y cañaveral. Viene la marea, se viene la marea, andará. Viene la marea, la puerta del sur es callejera. Viene la marea, se viene la
ojos son dos soles que calienta mi río. Mi boca jujeña me quita el frío. Canto encima de tus venas rojas y abiertas. Busco la luz, el canto del sur. Mis pechos se enamoran de las calles con ruido y encuentro en cada rincón el calor de mi gente, mi nido. ¿Dónde están las mujeres de mi tierra? Me vaya a decir que están muertas. Viene la marea, se viene la marea, andará. Viene la marea, la fuerza del sur es callejera. Viene la marea, se viene la marea, andará. Viene la marea, América desata mi vena. Todas las tierras del sur sudan sobre nuestra piel, caen sobre mis pies. Y todas las tierras del sur sudan sobre nuestra piel. América besatas mi banana. Voilà, c'était le Quarteto Tafí, El Canto del Sur, Quarteto Tafí, groupe dédié à la musique argentine en général et sud-américaine également. Quarteto Tafí, qui l'année dernière avait fait sortir un album absolument magnifique, Amanecer, et qui ce soir inaugurera les premiers concerts payants de Saint-Pierre, de l'écluse Saint-Pierre, puisque ce soir ils y jouent, le premier d'une longue série qui devrait nous amener tranquillement jusqu'à la fin juin. Quarteto Tafí ce soir à l'écluse Saint-Pierre à partir de 21h30, puisque c'est l'heure où commenceront les concerts dans cette nouvelle salle de spectacle du centre-ville. Donc ça, c'est à l'écluse Saint-Pierre ce soir, Quarteto Tafí à 21h30, et puis on va continuer avec quelques propositions de concerts pour ce soir, et vous allez le voir, les activités ont repris à Toulouse, avec à 19h30 à la salle des fêtes de Launaguet, dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville, Oslo Tropique, du rock péchu toulousain, concert gratuit. Au Rex ce soir, soirée hip-hop avec Abuse System, L'Exalaire, Swift Gad et Old Zico à partir de 19h30. Toujours dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville, rock'n'roll au Bascala de Bruguière avec la chanteuse et guitariste Laura Cox à partir de 21h. Scène ouverte spéciale goguette à l'itinéraire bis à 20h. Soirée sur le fil à Archipel, place Arnaud Bernard à partir de 20h, avec au programme de ce moment pluridisciplinaire les percussions de Laurent Paris, les lectures de Anna Fayard et les œuvres plastiques de Nicole Gougang. Au théâtre des Mazades ce soir, Algorithme, une grande formation de 35 batteries pour une exploration des polyrythmies du monde à partir de 20h30 dans le cadre du festival Drum Summit. Le trio Joe Plozza, trio associant 2 guitares et une contrebasse pour une revisite de quelques standards de jazz ainsi que des compositions originales ce soir à 19h30 à la Candela. Le quintet de Michael Vidal, jeune artiste polyinstrumentiste, il joue de la clarinette, de l'accordéon et en plus il chante. Et bien ce quintet-là sera au Conservatoire Occitan à la Dalbade à partir de 20h30. Soirée techno à l'usine à musique à partir de 21h avec Binewi Squad, Roland Kuhl, Postec et Fipouille. Un bal foro ce soir à Maison Blanche à Arnaud Bernard à partir de 21h. Nouvelle flip-flop party. Donc les flip-flop parties sont des sessions organisées autour du batteur Tim Alcorn, et ces soirées se passent au Beers House à côté du Port Saint-Étienne. Et bien cette nouvelle flip-flop party vous permettra d'écouter des musiques
musique tropicale, syncopée et chaloupée. Et ce soir, à partir de 21h, et c'est toujours le batteur Tim Alcorn qui organise la session. Jazz au taquin à 21h avec le trio du vibraphoniste Alexis Vallée, trio accompagné ce soir par le saxophoniste new-yorkais Matt Schalk. Je tourne la page parce qu'il y en a encore quelques-uns. Au bijou à 21h30, Monsieur Tristan dans le cadre du Printemps du Rire. House, disco et acide à partir de 23h au Connexion Live avec le collectif Micro-Ondes et Crowd Control. DJ Syriac de Radio Campus sera pour une session de DJing au Petit London à partir de 22h. Ce soir également, et ce soir étant une nuit de pleine lune, la Cave Poésie organise sa nuit de la pleine lune mensuelle, soit une scène ouverte pour tous ceux et toutes celles qui désirent monter sur scène. Toutes les disciplines artistiques sont acceptées. Prestation de 10 minutes maximum à partir de 21h. Et puis ce soir à 20h au Ravelin, place Ravelin. Le Ravelin, sans doute le dernier endroit où on peut écouter de la musique punk. Et bien ce soir au Ravelin, double plateau rock'n'roll bruyant et punk à tous les étages avec les Allemands de Laughbox et les Suisses de Julien Papin et Autobahn que l'on écoute illico. Pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel, mou.
Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur YouTube et sur Facebook à l'adresse Caramel Mou Campus FM. Ne pas oublier demain soir à la MJC Roguet la deuxième date de la Nuit du Slam. Ne pas oublier le rendez-vous également que vous donne Paul Benaïm, le réalisateur de cette émission, tous les mardis à 21h avec son émission La Brèche. Paul, La Brèche de la semaine prochaine, elle parle de quoi ? Et bonsoir à toutes et tous. La semaine prochaine mardi, ça va être une soirée avec de bonnes personnes. Ça va être un evening with good people. On va faire un peu soft rock, jazz, funk. Il y aura du Steely Dan, Billy Joel, Prefab Sprout, on en parlait, Little River Band, des bons gars. Bon, pas de thème précis. Un peu de musique feel good dans ces temps explosés. Ça va peut-être faire du bien, de l'amour, oui, comme vous dites. Ne pas oublier également que dans un instant, vous retrouvez Little John, Petit Jean pour les intimes, le DJ en tout cas le plus barré le samedi soir sur Campus FM avec son Little by Little Incredible Show. Et ce soir, ça va remuer sévère. Demain soir, je vous retrouve pour un nouveau concert à la radio à 21h avec le chanteur et musicien Camille Bénatre. Et puis prochain Caramel Mou, vendredi prochain, même heure, même adresse. Et ce vendredi prochain, il y aura Magid Cherfi, Ivan Cujus et Art Mengo dans ce studio. Salut les filles, bye. Caramel. Caramel. Caramel mou. Caramel.